Et je vais plutôt passer beaucoup de temps sur le bilan économique. Depuis la reprise de la coopération et l'annulation de la dette, que vivent les Togolais? Est-ce que leur situation s'est véritablement améliorée? Alors toujours avec cette façon de présenter les choses, que nous disent les bonimenteurs et que vivent les Togolais au quotidien. Les discours qu'on entend en général parlent de dynamisme de l'économie togolaise, de taux de croissance supérieur à 5%. Donc, effectivement, c'est un fait. En revanche, lorsque l'on fait une petite comparaison avec les pays voisins, je vais vous montrer là tout de suite. Alors, le graphique est un peu compliqué, je vais peut-être vous le laisser, ça sera plus facile pour le présenter. À la radio qui ne pas. Est-ce que ça marche? Alors, ce que vous avez, j'ai représenté ici, sur cette partie rouge du tableau, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le produit national brut par habitant. Donc, c'est l'ensemble des ressources qui sont générées au Togo, divisé par le nombre d'habitants. Et si je prends ce premier graphe, ce sont les chiffres en milliers de francs CFA courants. Donc c'est comme si en 2014, par exemple, 2013, le dernier chiffre, chaque Togolais avait à sa disposition 316 000 francs CFA pour vivre. Or, vous doutez bien que les gens qui ont la chance d'avoir pour une année 316 000 francs CFA au Togo sont considérés comme des gens aisés. Premier constat. Donc on voit effectivement que ce chiffre-là évolue et si on calcule le taux moyen de croissance, pendant la période 80-92, ce taux moyen de croissance était de 2,4%. Il s'est légèrement amélioré sur la période du PER, donc 92 à 2005, il était de 3,4%. Je rappelle simplement que ces années-là sont les années où la coopération a été interrompue. Donc c'était véritablement les années de vache maigre. Et à partir de 2005 à 2013, donc on est en plein dans le bilan de Faure Gnassingbé, effectivement, il y a une croissance moyenne qui est de l'ordre de 6% par an. Et de là, il faut d'abord défalquer le fait que l'inflation annule déjà une partie de cette croissance, puisque ce sont les taux de croissance en monnaie courante. Les chiffres sont de la Banque mondiale et du FMI, hein, ils ne sont pas contestables. Alors, il y a une deuxième façon d'analyser ces chiffres qui consiste à les comparer, à voir leur évolution en dollars, puisque c'est la monnaie internationale qui sert de référence dans les échanges. Et en général, quand on s'endette, quand le Togo s'endette, il s'endette beaucoup en dollars. Donc c'est le graphe que vous avez ici, en bleu. Et puis, le graphe en marron, c'est ce qu'on appelle le PIB en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, compte tenu du coût de la vie dans le pays en question, comment devrait-on corriger ce chiffre-là pour que l'on puisse comparer tous les ressortissants de tous les pays du monde sur une base équitable, en fonction de ce qu'il leur faut pour vivre, de ce que leur coûte leur panier moyen de consommation. Donc ça, c'est ce graphe-ci. Et donc, c'est ce graphe-ci, le produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat, que nous comparons aux pays voisins. Et donc, suivant ce chiffre-là, les 316 000 francs CFA dont nous avons parlé tout à l'heure se convertissent en dollars à raison de 1080, disons 1100 dollars par habitant. Donc un chiffre beaucoup plus élevé que les 640 000 puisque la vie n'est pas chère au Togo. Donc passons à cette partie-ci du graphique où nous comparons le Togo. Ah, malheureusement j'aurais dû garder la couleur marron pour le Togo. Le Togo ici c'est le chiffre qui est en bleu. Donc vous retrouvez
retrouvez bien les 1084 dollars par habitant pour 2013, comparé au Bénin, qui pour la même année est à peu près à 1600. Le Burkina Faso à peu près à 1600 également, la Côte d'Ivoire à 1800 et le Ghana voisin à 3460. Le chiffre est un peu escamoté, mais le chiffre réel c'est 3460. Donc vous voyez bien que la belle croissance dont on nous parle, là si vous suivez l'évolution de ce graphique-là, vous constatez bien que aussi bien le Bénin que le Burkina Faso, qui sont les pays voisins les plus immédiats, ont creusé l'écart, puisqu'ils se retrouvent en 2013 bien au-delà du niveau du revenu moyen du Togo, alors que certains de ces pays, le Bénin notamment, dans les années 80, étaient largement en deçà du niveau de revenu atteint par le Togo. Donc le Burkina Faso et le Togo et le Ghana, qui au début des années 80 étaient à peu près dans le même panier, le même cercle, aux alentours de 600-700, le Ghana est à 3400, et nous sommes encore péniblement en train de nous vanter d'être à 1000 dollars de revenus par habitant en parité de pouvoir d'achat. Donc les 6% de croissance annuelle dont on se vante, résultat de course, c'est nettement inférieur par rapport au niveau atteint par les voisins. Et effectivement, quand on part très bas, de toute façon, on a toujours l'impression d'aller vite, mais en termes réels, finalement, le résultat n'est pas mis au rebond. On nous dit également, suivant les marquateurs, que la pauvreté recule au Togo, grâce à la politique de réduction de pauvreté qui est mise en œuvre par Faure Gnassingbé, Madame Tobey, voilà, qui distribue des roues et des arrosoirs à certaines périodes de l'année, tous les 5 ans, de manière assez régulière. Or, la réalité des faits, et ça ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres qui sont issus d'une étude qui est réalisée périodiquement par le PNUD, qui sont des études CUIB, qui, donc, sur la base d'échantillons de la population, analyse donc un certain nombre d'éléments de la structure de la population, du taux de scolarisation, des revenus disponibles, enfin des éléments réellement réels. Et que nous disent les 2 dernières études CUIB disponibles? Il y en a une qui date de 2006 et l'autre de 2011. L'étude de 2011 estime le taux moyen de pauvreté à 59% au Togo, ce qui est déjà une amélioration par rapport au taux atteint 5 années auparavant. En revanche, ce qu'on appelle le taux d'extrême pauvreté, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par an, lui, s'est aggravé entre 2006 et 2011. Donc, malgré la politique de réduction de la pauvreté, le taux d'extrême pauvreté s'est aggravé. Et il s'est aggravé non pas de 3 points, comme le taux moyen de pauvreté normal, il s'est aggravé de 8 à 10 points, donc ce qui est énorme, notamment dans 3 des 5 régions du Togo. Et donc, ce que l'on constate, c'est que ces moyennes, effectivement, n'évoluent pas dans un sens positif, parce que dans tous les pays, ce à quoi on s'attache en priorité, c'est de réduire le taux d'extrême pauvreté, et puis ensuite, progressivement, le taux de pauvreté moyen se réduit également. Mais chez nous, c'est tout le contraire. Ce qui prouve bien que les gens qui s'enrichissent, ce sont ceux qui probablement ont des accointances avec le régime, et qui arrivent à améliorer leurs conditions de vie sur le dos de ceux qui sont véritablement au travail, au charbon. Et donc ces taux cachent des disparités par région, et les disparités régionales sont assez spectaculaires. Donc vous avez sur le panneau de gauche l'indice de pauvreté, donc 2006, 62% en moyenne
Et 2011, 59%, ce sont les chiffres dont je parlais tout à l'heure. Et les petits graphiques que vous avez par région comparent les deux chiffres. Donc en bleu, le chiffre de 2006 et en marron-rouge, le chiffre de 2011. Donc vous constatez que dans la région des savanes, sur ce critère-là, la situation s'est améliorée. Sur la région de la Kara, en revanche, le taux de l'indice de pauvreté s'est dégradé. La région centrale également. Ah non, je crois qu'il y a une petite inversion des couleurs. Il y a une inversion des couleurs, pardon, excusez-moi. Sur le graphique de gauche, le marron c'est 2006 et le bleu c'est 2008. Donc la situation s'est détériorée dans la région des savanes, la région centrale et la région des plateaux. En revanche, dans la région maritime et surtout dans le Grand Lomé, il y a eu une amélioration sur ce critère-là. Cette amélioration sur le Grand Lomé et la région maritime est toujours valable également pour ce qui concerne l'indice d'extrême pauvreté. Et vous constaterez effectivement que cet indice est très faible dans le Grand Lomé. En revanche, il est très très élevé dans la région des savanes, la région centrale et la région des plateaux. Et il s'est dégradé pratiquement de 8 points pour la région des plateaux, de 10 points pour la région centrale et de 9 points pour la région des savanes. Or, ces trois régions sont essentiellement des régions agricoles, des régions qui produisent. Et j'étais au Togo l'été dernier, je peux vous dire que les gens travaillent au Togo. J'ai juste fait 2 trajets, je suis allé à Pelélé, donc entre Palimé et Atapamé, et ensuite par la route d'Anéro, je suis allé jusqu'à Tabibo, et c'était impressionnant de voir entre Lomé et Anéjo, des deux côtés de la route, du maraîchage, des femmes qui travaillent, qui sont en train de puiser de l'eau de leur puits, d'arroser des plantes. Tout était vert. Et quand on bifurque de Palimé en allant vers Tabibo, des deux côtés de la route, des champs de maïs, des champs de manioc, et simultanément on voit des jeunes dames encore en train de râper le manioc, en train de... C'était impressionnant de voir à quel point les gens travaillent. Or, les ruraux sont les plus pauvres du Togo. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'il y a un office qui rachète le maïs, qui rachète l'igname, qui stocke, qui exporte, etc. Et ce qui se passe dans les marchés, dans nos villages, c'est le jour de marché, il y a... Non, ça commence parfois même avant le jour de marché. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, en général, pas les stigmatisées, mais en général, on trouvera beaucoup de femmes de militaires qui vont sur les champs déjà et qui achètent les récoltes à l'avance au prix qu'ils ont fixé, au prix qu'elles ont décidé de fixer. Et donc, quand la récolte est prête, elles viennent, elles ramassent, et c'est elles qui vont revendre à l'office et elles se mettent réellement l'essentiel de la marge dans leur poche. Et quand elles veulent compléter leur récolte, c'est pas elles qui ont cultivé, mais c'est elles qui récoltent, elles se présentent sur les marchés, elles arrivent le matin, et au fur et à mesure que... Et j'ai vu, hein, c'est exactement comme ça que ça se passe. Elles se mettent sur les routes qui donnent accès au marché, et puis elles vont vers les femmes qui portent les bassines sur leur tête et disent « Eh, amlé !» Donc ça, j'ai retenu, j'ai retenu. Et donc, ensuite, les femmes vont marcher, elles déposent leurs bagages, et puis elles s'asseyent. Et vous allez voir, telle personne va arriver, va demander à la dame, et donc elles vont rester, elles vont poireauter sous les apatames pendant toute la journée, sans vendre. Et c'est quand le marché va commencer à se disperser que la personne qui a attrapé sa marchandise va dire, moi, ok, mais je paye tant. Et donc, elle ramasse, elle verse le contenu de sa bassine dans un sac, et voilà, la commerçante, la négociante, charge ses sacs dans son camion et va vendre
à l'office Salomé. Donc tout le discours qu'on nous tient à savoir que les prix sont fixés par le gouvernement pour assurer un revenu équitable à la population qui travaille, etc., c'est du pipeau. Les personnes qui se mettent le revenu du travail des gens dans leur poche, ben, en général, ce sont également les mêmes. La fameuse minorité dont Faure Gnassingbé lui-même parlait, qui s'accapare des richesses du pays. C'est ça la réalité de ce qui se passe autour. Ce n'est pas que les gens ne travaillent pas, ce n'est pas comme dans certains pays du Sahel où il y a de la sécheresse, où les gens ne travaillent pas, etc. Les gens travaillent, mais elles n'ont pas, elles ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Donc, réduction de la pauvreté au Togo, chiffre à l'appui, c'est du pipeau. La pauvreté s'aggrave. Et la pauvreté s'aggrave. Et cette aggravation est d'autant plus grave que, justement, pendant cette période 2005 à 2011, la coopération a repris après la signature de la PG, après l'achèvement du processus PPTE. Effectivement, la coopération a repris progressivement. Donc, on a là le produit d'une véritable, on ne peut plus dire c'est parce que la coopération a été interrompue qu'on n'a pas eu l'argent pour réduire la pauvreté. On a effectivement tous les éléments qu'il fallait pour juger du bilan réel de Faure Gnassingbé avec tous les moyens qui ont été mis à sa disposition par la communauté internationale. Autre monument que l'on entend souvent, c'est que l'agriculture et le commerce sont les deux secteurs phares de l'économie togolaise. Effectivement, si vous regardez l'évolution de la valeur ajoutée, donc c'est l'équivalent du produit national brut que nous avons vu tout à l'heure, comment ce produit national brut se répartit par secteur d'activité, effectivement, l'agriculture arrive en tête. Et on voit là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que jusqu'en 2012, l'agriculture a augmenté quand même de manière assez constante par rapport aux années précédentes. Le commerce, en revanche, ça a fluctué énormément et il est plutôt en baisse. L'industrie, pas tellement décollé de ses 20%. Et les services et les transports, moi j'avoue que j'étais un peu étonné par ces chiffres, parce que vu ce que le port de Lomé représente, je m'attendais à ce que les services et les transports représentent une part plus importante du PNB du Togo. Or, bon, donc nous sommes d'accord, l'agriculture et le commerce sont réellement les deux secteurs sur lesquels le pays aurait pu, Faure Gnassingbé aurait pu, s'il avait souhaité le faire, bâtir une politique de développement économique réelle. L'agriculture, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'autre problème aussi, c'est que, effectivement, pour ce qui est de la culture des denrées périssables, comme il n'y a aucune transformation, à la saison où on récolte des tomates, les agriculteurs ne se donnent même plus la peine de cueillir leurs denrées, parce qu'il faut payer de la main-d'œuvre pour les cueillir, il faut payer du transport pour les apporter au marché, et comme il y a une surproduction sur une période très très courte, les produits pourrissent sur le champ. Il suffirait juste, alors que nous importons par exemple du concentré de tomates de Chine, que l'on mette une petite unité de transformation des tomates pour faire des tomates pelées ou des tomates en conserve ou du concentré de tomates, et la vie des gens changerait, mais réellement du tout. Et le commerce, alors, qui est une activité importante, qu'est-ce qu'on a fait? On a brûlé les marchés. Voilà, c'est une façon originale de montrer que c'est important pour le pays. Et je peux vous assurer que depuis les incendies de marché, parce que nous sommes en contact avec des femmes, le nombre de personnes qui vivaient de cette activité, les gens qui sont des portefeuilles, des gens qui sont des détaillants, les gens qui vendent de la nourriture aux femmes qui sont au marché, les bottes de poing s'attendent, les bolos s'attendent dedans. Mais la misère, c'est tellement aggravé à Lomé, c'est quelque chose d'inimaginable et c'est vraiment une bombe qui est en train de se préparer là autour. Et enfin, donc, pour résumer, on peut dire, donc, malgré les taux de croissance mirobolants, les efforts que les gouvernements
et les partenaires internationaux prétendent déployer pour le Togo, pour l'amélioration de la situation économique, la persistance, voire l'aggravation de la pauvreté sont des éléments réels au Togo. Et quels sont les facteurs explicatifs de cette aggravation de la pauvreté? D'abord, il y a les détournements et l'accaparement massif à des fins personnelles des ressources du pays et de celles mises à disposition au titre de l'aide au développement. Il y a l'absence de volonté politique réelle et sincère d'œuvrer à l'amélioration durable des conditions de vie des Togolais, parce que finalement, c'est la corruption et l'instabilité politique et sociale et l'état de non-droit affectent également l'évaluation du risque par les bailleurs de fonds, ce qui fait que si nos pays, nos voisins peuvent par exemple obtenir des crédits à 3, 4, 5%, Togo étant considéré comme un mauvais risque, tout de suite il y a 2 ou 3 points qui vont se rajouter et les gens qui ont des capitaux à disposition préféreront aller financer des pays voisins plutôt que d'investir au Togo. Et comme vous le savez, tous les pays africains maintenant vont devenir pays émergents en 2025 ou 2030. Tout le monde est dans cette dynamique de pays émergents. Donc les investisseurs, les bailleurs de fonds ont le choix. Et il est clair que dans les conditions actuelles du Togo, ils ne vont pas mettre leurs fonds là-bas, sauf si ils peuvent faire comme ils avaient fait avant la crise des subprimes aux États-Unis, ils peuvent en tirer des bénéfices énormes. Alors, je voulais juste montrer celui-là également, qui est un peu compliqué, mais il est très important. C'est le fameux graphique de l'évolution des transferts de fonds illicites. En provenance du Togo, une évolution de 2002 à 2011. Donc, nous attendons incessamment le rapport, parce qu'il paraît en général début janvier, pour mise à jour de l'année 2012. Et ce que ce graphique dit, c'est regardons d'abord la courbe en rouge, ce sont les transferts de fonds en milliards de dollars. Donc qui évolue de 200 millions de dollars en 2002-2003, qui atteignent un pic de 4,5 milliards de dollars en 2008, 4,3 milliards de dollars en 2009, qui baissent et qui sont quand même en 2011 encore à 1,1 milliard de dollars. Et cette courbe rouge, on peut la comparer au produit intérieur brut, qui a évolué entre 1,5 et 3,7 milliards de dollars. Ah, pardon. Voilà. Entre 3,7 milliards de dollars. Et la manière de représenter ce rapport-là, parce qu'il y a quelque chose qui est contre-intuitif, c'est qu'on se dit, mais comment est-il possible que les transferts de fonds illicites, c'est-à-dire les vols, soient supérieurs à l'ensemble de la richesse que le pays a produite? Eh bien si, c'est possible. C'est possible parce que quand on regarde les pics où les transferts illicites ont dépassé le produit intérieur brut, ce sont les années 2007, 2008, 2009. Et si vous avez une bonne mémoire, il y avait un certain nombre de scandales. Le fonds d'entretien routier qui a disparu. Il me semble qu'il y avait eu un scandale également à la loterie nationale, etc. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui a été cumulé pendant des années pour dans des buts précis, c'est-à-dire financer des infrastructures, etc. qui, d'un coup d'un seul, en 3 mois, en 1 an, part à l'étranger. C'est des fonds qui ont été mis à disposition, par exemple, pour construire des routes, pour améliorer les infrastructures, des montants importants qui sont débloqués en dollars et qui, partent à l'étranger. Donc c'est possible et c'est tellement possible que, effectivement, quand ces chiffres ont été publiés, analysés, rendus publics, UNIR s'est bien gardé de commenter quoi que ce soit, parce qu'ils savent que ces chiffres sont des chiffres réels. Et donc, de cette manière-là, on a, pour les 3 années de pic de vol, de transfert de fonds à l'étranger, des
des transferts qui en une année dépassent assez largement 100% des transferts qui dépassent 100% du produit national brut. Alors, je parlais tout à l'heure de processus pays pauvres très endettés. Regardons l'évolution de la dette publique du Togo, toujours des chiffres du Fonds monétaire international, incontestables. Ce que l'on a là, c'est d'abord la dette en millions de dollars et la dette en milliards de francs CFA. Donc, si on prend les chiffres en milliards de dollars, c'est la courbe en vert. Cette dette a augmenté de manière assez régulière depuis 2001. Elle a atteint un pic de 2,8 milliards de dollars en 2008. Et ensuite, elle a baissé parce qu'il y a eu des remises de dette assez importantes. Donc, pendant les années 2002 à 2007, cette dette, toujours en comparaison avec le produit national brut, était supérieure à 100%. C'était de l'ordre de 107% du produit national brut. Et ensuite, la moitié à peu près de la dette a été annulée. Donc elle est tombée en 2 années de 2,8 milliards à un minimum de 1,5 milliard. Et vous constatez que depuis 2010, eh ben, c'est reparti comme un record. Donc ça augmente, ça augmente. On est en 2014 à peu près aux alentours de 2,1 milliards de dollars. Et on vous dira, oui, mais c'est pour construire des routes, c'est pour améliorer les infrastructures, etc. Mais attention, c'est que ça n'est pas des prêts à taux zéro. Il y a des intérêts qui sont payés. Et si les investissements qui sont financés par cette dette-là ne génèrent pas des revenus suffisants pour rembourser cette dette et payer les frais financiers, nous sommes encore repartis pour une situation donc, des difficultés économiques qui sont en train de s'amonceler, des nuages qui sont en train de s'amonceler à nouveau. Voilà, donc je pense qu'on va réduire en résumé, donc pour faire une sorte de résumé des points saillants de ce bilan qui est très partiel, hein, c'est clair. Partiel, on pourra dire partial, c'est vrai. Hein, on peut reconnaître hein, qu'il y a eu effectivement 4 grands axes qui ont été construits au nord de Lomé, qui vont effectivement du bureau de certains dignitaires à leur domicile. Et sorti de là, pas grand-chose n'a changé. Donc, mais ce que l'on peut dire, c'est que il est temps également que la communauté internationale reconnaisse qu'elle a été flouée dans cette affaire au Togo, parce que 10 ans après les massacres de 2005, l'impunité est toujours là. La démocratisation du Togo est toujours sous cloche. Le régime dictatorial continue de piller les ressources locales comme les aides et les financements internationaux. D'ailleurs, aux dernières nouvelles de l'initiative qui gère les transferts de fonds au titre des mines, il semble que Eni affirme avoir payé quelque chose, donc ça veut dire que Eni exploite du pétrole au Togo, alors qu'officiellement ils ne sont pas censés exploiter du pétrole. Le régime organise des élections aux résultats taillés sur mesure pour permettre à Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir autant qu'il le souhaite. Donc le risque grandit que des alliances contre nature soient le seul moyen de dessouder la dictature dynastique qui sévit depuis un demi-siècle au Togo. Donc il est urgent, y compris pour la communauté internationale qui a en quelque sorte parrainé cette succession dynastique, de se rendre compte que ce qu'ils sont en train de se préparer eux-mêmes, les Togolais le vivent depuis 10 ans, depuis 50 ans d'ailleurs, depuis le père, mais même eux, ce qu'ils sont en train de se préparer, ça risque de ne pas être très très bon. Et donc à force d'avoir des politiques à court de vue en disant, bon, de toute façon il y a Boko Haram aux frontières en Afrique subsaharienne, donc il vaut mieux rester avec des gouvernements stables. Stabilité des cimetières, ça paye peut-être pendant 5 ans, mais quand ça éclate, on ne
sais pas jusqu'à quand ça dure avant qu'on retrouve un nouvel équilibre. Donc ça, c'est le message que nous essayons, que nous sommes en train de porter un peu partout dans les contacts que nous avons au titre du lobbying au niveau de Synergie Togo, pour que la situation au Togo évolue un peu à l'instar des évolutions que l'on peut souhaiter pour les pays de la sous-région. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est tout ce que j'avais à dire.